Donc, un immense merci à Lisa Laroussi-Libaud, que nous avons le plaisir et le bonheur d'accueillir aujourd'hui, qui est intervenante en partenariat en santé, également membre du conseil d'administration de l'association Savoir Patient qui porte le dispositif COPS. Donc, pour rappel, ce webinaire est enregistré. Du coup, si vous ne souhaitez pas apparaître, il suffit de désactiver votre caméra et de changer votre nom. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures maximum. Donc, dans un premier temps, Lisa va nous régaler de ses réflexions sur les enjeux éthiques du partenariat en santé. Pendant cette première partie, on vous demande de bien vouloir couper vos micros, vos caméras, c'est comme vous voulez. Et pendant le deuxième temps, vous pourrez réactiver vos micros et vos caméras et nous ferons circuler la parole. Voilà, donc juste quelques mots sur le centre opérationnel du partenariat en santé qui vous propose ce webinaire. C'est un dispositif ressources porté en Occitanie, financé par l'ARS Occitanie et porté par l'Institut Savoir Patient, et vraiment développé, déployé avec tous les acteurs, toutes les personnes et les structures qui ont envie de développer, d'appliquer la culture du partenariat en santé avec leurs expériences, leurs savoirs, leurs compétences complémentaires. Donc, la centaine de membres du comité des partenaires, le comité de pilotage qui est à l'étage en dessous en ce moment, au moment où je vous parle, en train de travailler sur un sujet dont on vous parlera dans quelques temps, des comités techniques, des groupes de travail, et puis une équipe opérationnelle pour soutenir toutes ces actions. Donc, une vingtaine d'actions qui sont proposées par le COPS pour diffuser, animer la communauté du partenariat en santé en Occitanie, développer des pratiques à travers des appuis, des webinaires comme celui d'aujourd'hui, participer, donner des outils pour évaluer l'impact du partenariat en santé, l'impulser dans certains domaines, comme par exemple les soins de premier recours ou réfléchir à des questions spécifiques, et puis une gouvernance participative. Bon, tout ça pour pouvoir laisser maintenant la parole à Lisa qui va vous parler des enjeux éthiques du partenariat en santé. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Fabienne, pour l'introduction et la présentation. Je vais commencer par partager mon écran. Partager l'écran, oui, c'est là. Là, 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 là. Est-ce que vous le voyez? Oui, pas encore en mode diaporama, mais on le voit. Ça y est, c'est en mode diaporama. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Fabienne. Oui, effectivement, on va parler aujourd'hui des enjeux éthiques du partenariat en santé. Ça paraît toujours un peu complexe quand on parle d'enjeux éthiques. On se dit, mais ça risque d'être un peu difficile, complexe, etc. Mais finalement, on va voir que non, et au contraire, amener ou avoir un raisonnement éthique permet d'apporter des clés de compréhension sur les problématiques auxquelles on peut être confronté. Je me présente rapidement parce que je crois qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai un parcours professionnel dans le secteur de la coopération internationale et de l'humanitaire. J'ai été confrontée à la maladie d'abord en étant proche aidante, puis en ayant été moi-même rattrapée par un problème de santé. Suite à ça, j'ai découvert le partenariat en santé. En tout cas, j'ai eu envie de m'investir dans le partenariat suite à mon parcours de soins qui m'a beaucoup questionnée et j'avais envie de pouvoir faire quelque chose suite à cela. Et donc, je me suis formée à cette notion, à ce concept, à cette approche du partenariat en santé. Et aujourd'hui, j'ai la chance, je dis la chance parce que c'est toujours une question de rencontres qui se font, de travailler, de collaborer avec un certain nombre de structures et dont, comme l'a si bien dit Fabienne, avec l'association Savoir Patient dont je fais partie du conseil d'administration. Voilà, et ça, en tout cas, j'ai mis ces informations pour aussi que vous ayez vraiment une meilleure compréhension de où je parle. Parce qu'effectivement,
quand j'ai commencé mon expérience de patiente partenaire, en tout cas de m'investir dans le partenariat en santé, je me suis souvent sentie en tension dans l'observation, dans ce que je pouvais vivre comme activité. Et c'est vrai que je me réfère à cette phrase de Paul Ricoeur qui dit viser de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et c'est vrai que cette phrase, pour moi, elle résonne énormément parce que justement, cette vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, je ne l'ai pas forcément toujours vécue. Et c'est pas du tout, comment dire, une critique ou un jugement, mais en tout cas, il y avait des tensions. Et à partir de ces tensions-là, j'avais envie de détricoter un peu, de comprendre pourquoi il y avait ces tensions-là. Et ça m'a amené à m'intéresser aux questions d'éthique. Et je me suis aussi formée parce que je me dis, pour avoir un raisonnement éthique, encore faut-il bien le maîtriser. Et c'est ce que j'ai fait. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je pense, parce que je ne sais pas, je ne vous connais pas tous et je ne sais pas quel est votre degré de connaissance du partenariat en santé, mais je pense que j'aimerais commencer d'abord par un certain nombre de rappels. Et le premier rappel, qui est celui de la définition du partenariat patient, en tout cas une des définitions, et je reprends celle qui a été donnée par Boivin en 2017, qui dit que le partenariat patient, c'est un engagement réciproque entre les membres du public et les professionnels de la santé sur la base de la complémentarité des savoirs. Il se caractérise par le co-leadership, d'action commune, la co-construction, donc de la compréhension du problème et des pistes de solution, et la co-responsabilité par rapport aux résultats des actions réalisées conjointement. Ça, j'ai envie de dire, cette définition et les termes de cette définition vont être notre fil conducteur pendant tout le reste de la présentation. Et je vous ai mis aussi parce que je lis aussi certaines ressources en anglais. Et en anglais, j'ai vu qu'on parle beaucoup que le partenariat patient peut être défini comme the meaningful and active engagement of patients. Et là, je me suis dit, mais comment on traduirait the meaningful and active engagement? Et en faisant un peu des recherches, je vois que meaningful signifie un engagement significatif ou un engagement porteur de sens. Et donc, cela fait référence à un type d'implication avec cette idée que il ne s'agit pas d'une participation superficielle, mais que l'engagement de la personne, en l'occurrence le patient, apporte un impact concret, une profondeur, une contribution significative dans un contexte donné. Donc ça, ce sont vraiment des éléments importants qui vont être notre fil conducteur pour la suite et pour justement questionner ces enjeux éthiques du partenariat. Je me permets aussi de rappeler que si aujourd'hui on est dans cette démarche partenariale et que de plus en plus d'institutions, et on le voit que ce soit en France, en Suisse, en Belgique et dans d'autres pays, on commence depuis un certain nombre d'années maintenant à déployer le partenariat, c'est en raison de principalement quatre facteurs qui s'imbriquent la, la- la chronicisation des maladies, la question de la non-adhérence ou de la faible adhérence au traitement, le fait que le patient devient aujourd'hui un acteur du système de santé. On est, surtout en France, on en parle beaucoup de la démocratie en santé. Et surtout, et j'ai envie d'insister sur ce point-là, cette reconnaissance, en tout cas ce point de la reconnaissance des savoirs expérientiels des patients. Et, euh, et, et pour ce point-là, excusez-moi, en fait, ces éléments-là nous amènent à redéfinir la relation de soins. Et pour se focaliser un peu plus sur ce quatrième point qui est justement la reconnaissance des savoirs, vous avez certainement, en tout cas pour ceux qui sont déjà bien imprégnés et bien engagés dans le partenariat, de cette recherche menée par Angela Coulter qui montre justement le nombre d'heures qu'un patient passe en moyenne pour sa prise en soins et par rapport au nombre d'heures qu'il va passer en moyenne chez son médecin. Donc,
entre 6 000 heures de prise en soins au quotidien par an contre 5 à 10 heures de consultation chez le professionnel de santé. Nous avons également Olivia Gross qui a écrit sur justement la définition de ces savoirs et elle explique bien que c'est une source d'information précieuse. Donc, c'est pas juste comme ça pour faire plaisir, c'est vraiment une information dont on a besoin et que ça permet aussi de croiser les différents savoirs entre les savoirs des professionnels et les savoirs des patients. Récemment, en 2024, en début de cette année, toujours l'équipe de Montréal a écrit une autre comment dire, ressource pour la définition des savoirs. Et là aussi, ils identifient tout un nombre de savoirs chez les patients parce que pendant longtemps, en tout cas quand on a commencé à parler de partenariat, on l'a un peu réduit comment dire, les savoirs des patients au savoir expérientiel. Eh bien là, il montre bien que ce n'est pas que les savoirs expérientiels, mais il y en a bien plus que cela. Et donc, si on peut résumer les savoirs des patients, effectivement, le premier des savoirs qui fait que on va être mobilisé par le système de santé, c'est d'abord justement cette reconnaissance des savoirs expérientiels. Le deuxième type de savoir ou de compétences qui peuvent être aussi mobilisées, c'est les compétences en partenariat. Donc là aussi, c'est un autre niveau de compétences que n'ont pas forcément tous les patients qui s'engagent dans le partenariat, mais ils ont au moins le premier niveau qui est celui des savoirs expérientiels. Et puis, le troisième, et j'ai envie de dire, moi, depuis le début, c'est ce que je n'arrête pas de dire, que on ne peut pas séparer les savoirs qui sont issus de notre expérience de vie avec la maladie de tous les savoirs, de toutes les compétences qu'on a pu et qu'on continue de mobiliser du fait de notre parcours académique, notre parcours professionnel. Et donc, ces compétences-là viennent également s'ajouter à ce que le patient partenaire peut mobiliser et peut investir dans ses activités, dans le partenariat en santé. Et donc, ça montre bien qu'il y a des rôles et des responsabilités qui vont dépendre des contextes d'engagement. Autre point important, toujours par rapport à ce partenariat, comme vous le savez aussi, le partenariat, il se décline dans les différents champs du système de santé, dans les soins, mais également la formation, la recherche et les politiques de santé. Et ce déploiement se fait selon une certaine intensité d'engagement qui va de l'information à la consultation, à la collaboration et au partenariat. Autre élément important, en tout cas tout ça fait partie, j'ai envie de dire, des éléments qui sont importants à avoir en tête quand on réfléchit et qu'on questionne ces enjeux éthiques, c'est aussi effectivement, le partenariat est reconnu comme un levier organisationnel majeur puisqu'il permet il favorise l'autonomie, il permet d'améliorer la sécurité et la qualité des soins, il améliore également le bien-être au travail pour les professionnels de santé et surtout, il permet également une meilleure efficacité et une efficience. Et tout ça, ça repose sur la littérature scientifique pour montrer la place et l'impact du partenariat en santé. Et donc, sachant tout ça, sachant que aujourd'hui, on est dans ce changement de paradigme qui encourage le patient à intervenir, ou en tout cas à contribuer à l'amélioration du système de santé. Sachant également le partenariat, il est de plus en plus reconnu et encouragé, puisqu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'actions qui sont menées. Et Fabienne, avec le dispositif COPS, nous montre bien ce qui se fait dans la région Occitanie. Mais et aussi, excusez-moi, on voit qu'il y a plusieurs ressources qui viennent appuyer cet engagement. Nous avons par exemple le Comité consultatif national d'éthique qui en 2022 reconnaissait justement ou mettait en avant dans les recommandations la place du patient comme étant acteur.
On a également les recommandations de la Haute Autorité de Santé, on a les recommandations de l'Ordre national des médecins en France qui datent de décembre 2023. On a également la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé en 2024 qui publie un rapport sur la participation des patients à la formation initiale des médecins. Et très récemment, la résolution de l'OMS qui date de mai 2024 sur la participation de la société dans le domaine effectivement du système de santé. Donc on voit on peut se référer à beaucoup de documents, de ressources qui montrent et qui encouragent et qui favorisent le déploiement. Néanmoins, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une pluralité de réalités que couvre ce dispositif de participation des usagers, qu'il y a un certain nombre de facteurs et de zones de risque, et aussi que en raison de ces multiples réalités, de ces facteurs et zones de risque, eh bien, autant les patients partenaires que les organisations, mais j'ai envie de dire aussi les professionnels de santé qui travaillent dans ces organisations, eh bien, on se retrouve en situation de vulnérabilité dans le déploiement et dans la mise en œuvre du partenariat. Et donc, c'est là que j'en arrive. Je pense que c'était important de resituer un peu tous ces éléments-là avant d'arriver justement à ces enjeux éthiques. Donc, si on doit questionner d'un point de vue éthique les finalités, les modalités et les conditions de l'agir de ce nouvel acteur de santé, qui a, n'oublions pas, pour but de soutenir l'intégration de cet acteur dans le système de santé. Euh, donc, pour répondre, en tout cas pour interroger d'un point de vue éthique ces points-là, ben, je me réfère au principe de Beauchamp et de Childress qui parlent effectivement de l'autonomie, de la bienfaisance, de la non-malfaisance et de la justice. Donc, à travers ces éléments-là, ces prismes-là, comment effectivement on peut questionner les enjeux éthiques du partenariat en santé. Si on aborde d'abord la question de l'autonomie, là je me réfère à Pierre Falzon en 2017 dans le traité des sciences et des techniques de la formation. Pour parler d'autonomie, il dit que il est nécessaire d'avoir un environnement capacitant, un environnement qui permet aux personnes de développer de nouvelles compétences et connaissances, d'élargir leurs possibilités d'action, leur degré de contrôle sur leurs tâches et sur la manière dont ils la réalisent. Et c'est ça qu'on définit comme étant l'autonomie. Néanmoins, on se rend compte par rapport à cette définition qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent être soulevés. C'est justement quelle est la place des patients partenaires aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une symétrie ou est-ce qu'on est dans une asymétrie des pouvoirs? Et est-ce que on reconnaît la vulnérabilité des patients? Si je reviens sur chacun de ces trois points, la reconnaissance de la place des patients partenaires. Hier, j'assistais en Zoom, hein, comme aujourd'hui, à un événement où c'était sur les innovations organisationnelles. Et un des intervenants, c'est pour ça que je me permets d'avoir juste mis entre guillemets, mais je n'avais pas son nom, en tout cas, c'est juste un verbatim, et qui dit, aujourd'hui, pour les professionnels, il y a une incompréhension du rôle des patients partenaires par les professionnels. Donc, c'est pas quelque chose, une phrase ou une citation qui date d'il y a 10 ans, mais une citation qui date de la veille. Donc, une incompréhension. On est encore aujourd'hui, je ne généralise pas, hein, je dis simplement que pour une partie des professionnels, il y a une incompréhension du rôle des patients partenaires. Et là, je me réfère également à plusieurs sources bibliographiques. Anne-Lise Liéville, dans la revue Santé mentale au Québec, nous dit que les enjeux relevés en entretien concernent en fait surtout les éventuels conflits disciplinaires et conflits de rôle. On se demande par exemple qui fait quoi dans les équipes cliniques ou les comités.
Brenda Bogaert, qui travaille à Lausanne au sein de l'Institut des humanités médicales, dans un récent article, puisqu'il date de 2022, elle écrit, en réalité, de nombreux patients sont recrutés sans que soient ménagées des conditions suffisantes pour leur permettre d'exprimer leur voix ou de la faire valoir. Et enfin, en tout cas, une autre référence de Étienne Cagnard, suite à ce qui s'est passé avec la crise du Covid, il écrit dans son article, c'est ce même déficit de compréhension sur l'apport potentiel des associations qu'il explique lors de l'émergence de la crise du Covid, l'absence de recours à l'expertise du monde associatif issu de leur savoir expérientiel et plus généralement l'absence complète de mobilisation des dispositifs existants de démocratie sanitaire. Je complète encore je vais encore un peu plus loin sur ce point de la place des patients partenaires. Un article écrit l'année dernière par Catherine Tourette-Turgis avec Sabine Dutheil, que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, patiente partenaire à Bordeaux, et dans lequel, dans cet article, elle mentionne, en tout cas, elles disent, si la France est très avancée en matière de droits des malades, un paradoxe persiste, malgré l'existence de plusieurs dispositifs législatifs. Là, je fais référence, je parle pour mes amis suisses qui sont là, en particulier à la loi de 2002, la loi Kouchner sur l'engagement des patients. Donc, malgré plusieurs dispositifs législatifs, le manque d'outils concrets pour la mise en œuvre de ces nouveaux types de participation est patent. Et je terminerai, en tout cas toujours sur ce point-là, par Olivia Gross qui, dans un article qui s'intitule Faire de l'engagement du patient une réalité, qui nous dit l'engagement des patients est un champ récent. Beaucoup d'équipes de soins veulent leurs patients ressources, mais il n'est pas certain qu'elles savent quoi en attendre au juste, ni qu'elles aient l'envie de se laisser transformer. Donc on voit bien à travers ces différentes ressources bibliographiques que la place du patient n'est pas encore... pour prendre une place, encore faut-il savoir qu'est-ce que fait le patient, quel est son rôle, comment on le définit, et on voit qu'il y a encore beaucoup de flou là-dessus. La deuxième chose, le deuxième point, toujours sur cette question, de ce volet de l'autonomie qui impacte ou qui freine l'autonomie des patients partenaires, c'est cette asymétrie des pouvoirs. Je ne rentrerai pas dans des exemples concrets, mais moi, je l'ai vécu, hein, des fois, je le vis encore. Et là aussi, je me base sur des références scientifiques qui montrent qu'effectivement, on est encore, je ne vais pas à chaque fois citer toutes les références, mais vous pouvez les lire, mais on voit bien que, il y a encore cette déséquilibre entre la place et la parole, les savoirs des patients partenaires quand ils interviennent dans les différents champs et la parole des professionnels de santé. Pour l'instant, c'est un constat. On n'est pas en train de dire c'est bien ou pas. C'est un constat qui est relevé par la littérature. Et le troisième point, là aussi, qui aussi freine l'autonomie des patients, eh bien, c'est aussi porter attention à la vulnérabilité des patients. Moi, je le dis, en tout cas, j'ai pas de problème à le dire. Je dis, moi, avec les problèmes de santé que j'ai eus, moi, j'ai un problème de fatigue chronique et il m'arrive de dire aux professionnels de santé, attention, ne me mettez pas des réunions à 7 heures du matin ou à 8 heures du matin parce que je ne serai pas capable ou j'aurai pas l'énergie ou le dynamisme nécessaire pour pouvoir être totalement efficace. Mais c'est pas toujours des choses qui sont entendues. Des fois aussi, on n'ose pas dire aux professionnels qu'on a telle ou telle difficulté. Et là aussi, ça peut générer des difficultés pour les patients. Aussi, dans le fait de revenir sur son propre parcours peut également générer aussi de la vulnérabilité, de la fragilité pour les patients. Et donc, face à ça,
qu'est-ce qu'il est possible de faire pour justement favoriser un environnement capacitant? Ce qu'on nous dit, en tout cas ce qui est important pour pouvoir favoriser le pouvoir d'agir des patients partenaires, nous renvoie à cette notion des capacités qui ont été développées par Amartya Sen et qui nous dit que cette notion de capacité se fonde sur trois éléments fondamentaux qui sont les compétences, donc reconnaître les compétences des personnes, sa disponibilité et sa motivation. Et que tout cela, en tout cas ces compétences, vont vraiment dépendre du contexte dans lequel la personne va se trouver. Et là, je fais référence à un sociologue de l'Université de Genève, Jean-Michel Bonvin, qui nous dit que la question qu'il est important de prendre en considération, c'est celle effectivement des compétences, de la disponibilité et de la motivation, mais que ça demande de penser l'action publique de façon à mettre à disposition des mesures permettant d'accroître les compétences, la disponibilité et la motivation et donc les capacités du patient. Donc ça veut dire que il serait important de réfléchir à ce qui est mis en place pour qu'effectivement ces trois éléments puissent être totalement déployés pour les patients. Parce que si cela ne se fait pas, on risque de maintenir le patient partenaire dans une position de dépendance. Et là aussi, je cite encore Olivia Gross qui nous dit, si le professionnel n'encourage pas les compétences de l'autonomie au niveau collectif, les patients vont se brider et peu à peu se désengager. Maintenant, pour passer, le deuxième point, celui de la non-malfaisance. Et là, je reviens à cette phrase de Ricoeur sur la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Ça nous amène à questionner trois points importants. D'abord, la difficulté des organisations. On le sait, ça fait des décennies que ça existe, hein, que les organisations sont en souffrance, que ça soit en France, mais on le voit également en Suisse, et que il y a également cette tension entre les valeurs institutionnelles qui sont celles de l'efficacité, du rendement. On entend des fois des professionnels, hein, j'ai même vu à la télé dans des reportages quand ils nous disent, oui, on est réduit finalement à remplir des tableaux Excel. Donc ces valeurs-là et les valeurs du soin qui sont des valeurs justement d'humanisme et de relation. Donc, comment déployer le partenariat en santé, déployer ce nouvel acteur du système de santé quand il y a ces tensions que nous sommes en train de vivre. La deuxième chose également, pour éviter la malfaisance, c'est la question de l'instrumentalisation, ce qu'on appelle aussi, en tout cas en anglais, il parle beaucoup de tokenisme ou bien de patients alibi. On l'a vu tout à l'heure que il arrive parfois que on a besoin, en tout cas on sollicite des patients sans trop savoir pourquoi on le sollicite et aussi on le voit principalement dans le domaine de la recherche. En tout cas, ici en Suisse, pour certains fonds plutôt sont conditionnés au fait d'avoir un patient partenaire dans la demande de fonds. Ça ne veut pas dire que tous les patients qui vont être des patients alibi, mais on sait aussi comment les choses se passent. On est tous dans la précipitation, dans la pression, etc. Et des fois, on se retrouve à juste cocher une case. Et le problème avec cela, c'est que on va décrédibiliser autant le concept de partenariat patient, parce que si on se retrouve avec une personne ou bien une équipe qui ne connaît pas bien le partenariat et que ça va pas forcément permettre à l'efficacité et la mise en œuvre efficace du projet, mais ça met aussi en position très inconfortable le ou la patiente partenaire qui a été recruté comme ça juste parce qu'il fallait cocher une case. Et troisième point, qui fait partie aussi de cet aspect de la non-malfaisance, qui est cette absence de formalisation. De ce que je vois en France, c'est la même chose qu'en Suisse. Aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de règles formalisées, j'ai envie de dire, c'est institutions dépendantes, voire
personne dépendante, dans le sens que c'est en fonction de la motivation, de l'envie, des valeurs de la personne que qu'on va trouver les moyens et les conditions pour que le patient ou la patiente partenaire puisse travailler efficacement. Mais cela fait que on reste quand même dans une situation, on maintient les patients dans une situation de précarité et en étant dans une situation de précarité, ben on le sait ce que c'est, précarité génère du stress et aussi une grande incertitude quant à l'épanouissement et surtout à la pérennité des projets. Et l'autre chose également à laquelle il faut faire attention, en tout cas d'avoir un point de vigilance, c'est que aujourd'hui, on peut aussi avoir des dérives, c'est-à-dire aujourd'hui, n'importe qui peut dire bah, je suis patient partenaire et malheureusement pouvoir aussi être inefficace ou en tout cas avoir des effets non bénéfiques auprès des institutions, mais aussi des patients vers lesquels ils seraient éventuellement amenés à accompagner ou à travailler. Donc cela nous amène en fait, qu'est-ce que ça nous amènerait pour favoriser en tout cas un environnement qui permette aux patients de se déployer, de travailler de manière efficace? Eh bien, ça demanderait, excusez-moi, je bafouille, ça demanderait d'offrir aux parties prenantes un cadre organisationnel qui soit sécuritaire et bienveillant, et cela nécessite en fait qu'il y ait un véritable leadership qui véhicule des conduites managériales justes pour que le principe de bienfaisance puisse être mis en œuvre. Le troisième point, qui est aussi celui de la justice. En tout cas, dans l'éthique, on questionne beaucoup cette notion de justice. On le sait, aujourd'hui, il n'y a pas de statut des patients, et d'où le fait, comme je disais aussi tout à l'heure, hein, le fait qu'aujourd'hui, on reste finalement très personne ou institution dépendante. Certaines institutions vont uniquement travailler avec des patients sur le régime, on va dire, du bénévolat. D'autres vont uniquement défrayer les déplacements. Dans l'enseignement, ça va être des tarifs de vacataires. D'autres vont réussir à être contractualisés. Il y en a quelques-uns qui arrivent à être salariés. Et puis, dans la question de la justice, il y a aussi, il est important d'avoir en tête ce qu'on observe, c'est-à-dire la hiérarchie des savoirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que et là, encore une fois, je fais entre autres référence à Olivia Gross qui dit que il est difficile à des soignants de reconnaître des savoirs à des nouveaux acteurs de soins, qui plus est des patients, parce que cela remet en question leur propre savoir qui les amène à se demander à quoi ils servent. Dans un autre article, on mentionne aussi que la valeur, je lis la traduction en français, la valeur des savoirs uniques apportés par les patients doit être reconnue pour être prise en compte de manière authentique et significative. Et tout cela, finalement, nous amène à ce que nous nommons, en tout cas, j'ai découvert ce concept-là, ou ce terme-là, ce qu'on appelle les injustices épistémiques, terme développé entre autres par Miranda Fricker, qui effectivement nous dit que les savoirs des patients sont moins entendus, moins. Déjà, pour être reconnu, il faudrait être connu, donc moins connu, et ça amène cette hiérarchie des savoirs. Et ça peut impacter négativement autant dans le travail de transmission qui se fait par les patients partenaires quand ils interviennent sur les différents champs dont je parlais tout à l'heure, de la formation, de la recherche ou dans les politiques de santé, mais également dans les soins, parce que si on ne prend pas en considération le savoir des patients, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, on se prive d'une information essentielle. Et puis, troisième point important dans ce volet de la justice, c'est les profils des patients partenaires. On le reconnaît, hein, et je suis la première à le reconnaître. Aujourd'hui, même si on voit que les profils de patients partenaires sont d'origine professionnelle très diverses,
on reste quand même des profils avec un certain niveau de connaissances, de diplôme, de culture. Et il serait important de pouvoir garantir une plus grande diversité des groupes de patients pour pas encourager cette inégalité dans le système de santé, une inégalité d'accès dans le système de santé qu'on connaît déjà et qu'il ne faudrait pas que nous, patients partenaires, renforcions. Et Olivia Gross, encore une fois, moi je dis quand il y a des choses qui sont déjà très bien dites et soulevées, c'est important de pouvoir les mettre en avant. Et encore une fois, dans cet article, elle disait, mais afin d'éviter la critique de la non-représentativité, il suffit de multiplier les missions et de faire en sorte qu'elles requièrent des habiletés différentes et donc qu'elles attirent des personnalités aux caractéristiques spécifiques. Et ça, c'est très important parce que effectivement, quand moi j'interviens, je dis tout le temps, tout dépend des besoins que nous avons, que les professionnels ont. On peut très bien avoir des patients qui vont intervenir à un niveau de témoignage, d'autres qui vont intervenir à un niveau où il va falloir plus avoir un travail réflexif, etc. Et il ne s'agit pas d'opposer ces types de profils, mais au contraire de voir à quel besoin ils correspondent. Et puis, pour terminer, en tout cas sur tous ces enjeux éthiques, là, je fais référence à un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, avec, entre autres, dans les auteurs Antoine Boivin qui fait partie également de l'équipe de Montréal. Et là, dans le domaine de la recherche, il mentionne il a identifié un certain nombre de problématiques éthiques et je vous les ai listées et ça revient un peu à tout ce que nous avons cité précédemment sur le fait que il y a ces barrières logistiques et pratiques. Il y a aussi souvent un manque de ressources. Principalement financières pour déployer le partenariat, un manque d'appui institutionnel, un manque de connaissance également du partenariat, et ça aussi, c'est autant de la part des patients, mais aussi des professionnels de santé. On le verra après dans les recommandations. Et dans la 10e recommandation, il y a aussi cette question de la compensation, en tout cas la reconnaissance financière de la participation des patients. Mais finalement, tout ça, si on devait conclure et voir comment, avec tous ces enjeux éthiques que je viens de soulever, qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben là, moi, je me réfère au dernier colloque sur le partenariat qui a eu lieu à Lyon en septembre, ou qui portait sur la reconnaissance. Ne faut-il pas finalement reconnaître ces patients partenaires pour arriver à résoudre, en tout cas tenter de résoudre ces problématiques éthiques qu'on vient d'aborder. Mais quand on parle de reconnaissance, de quoi parle-t-on exactement? Euh, la reconnaissance, en fait, il y a trois éléments principaux. D'abord, euh, les dimensions de la reconnaissance. Et on l'a vu dans tout ce que j'ai dit, hein, on voit reconnaître l'individu, reconnaître les efforts qui sont fournis, reconnaître les compétences, reconnaître aussi les années d'expérience. Par exemple, même en tant que patient partenaire, est-ce que moi, mes années d'expérience d'engagement dans le partenariat en santé sont reconnues? Je pose la question, je ne dis pas oui, non, hein, je pose la question. Est-ce que les soft skills qui sont mobilisés sont reconnus? Est-ce que les résultats auxquels qu'on atteint sont également reconnus? Donc ça, c'est déjà une dimension de la reconnaissance. Le deuxième, c'est comment on va formaliser cette reconnaissance. Il y a différents niveaux de formalisation. On a vu, il y a la formalisation financière, mais pas que. Il y a la formalisation organisationnelle,
managériale, et ça, c'est, je veux dire, ça ne se réduit pas ou ça ne concerne pas uniquement les patients partenaires, mais en tout cas au niveau du management, comment on reconnaît le travail fourni. Il y a aussi la reconnaissance au niveau social, donc comment en termes d'environnement de travail, et aussi ça peut être aussi la reconnaissance symbolique qui peut être proposée. Donc, on a le quoi, on a le comment, mais c'est qui fait tout ça? C'est qui va reconnaître ces dimensions et qui va mobiliser une de ces cinq actions de reconnaissance? Eh bien, là aussi, cette reconnaissance, elle peut se faire à différents niveaux. Elle se fait vraiment au niveau micro, donc vraiment dans le service ou dans l'unité ou avec la personne avec laquelle on travaille. Ensuite, elle se fait au niveau de l'institution et puis de manière plus micro, macro, pardon, au niveau des politiques publiques. Là, je vous donne en guise de conclusion, c'est que des références qui peuvent aussi nous inspirer, en tout cas pour trouver des moyens d'action pour résoudre, en tout cas essayer de réfléchir à ces enjeux éthiques. Là, on a un article qui a été écrit, excusez-moi, c'est trop petit, je n'arrive même pas moi-même à me relire, l'auteur, c'est Marjorie Montreuil, pardon, excusez-moi, qui, elle, propose, avec ses co-auteurs, propose que pour réfléchir à ces aspects éthiques, il y ait d'abord une décision, une vision partagée de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et c'est vrai que moi, par mon expérience aussi personnelle, je vois que souvent, cette vision partagée de l'engagement et de vers quoi on veut tendre n'est pas forcément identifiée dès le départ. Il y a les aspects pratiques, de concrètement ensuite comment on met en œuvre les choses, et ensuite la question du processus et de la méthode. Et ça revient à ce qu'on a vu dans la slide précédente sur le qui, le comment et le quand on déploie le partenariat. Une autre référence également, encore, je cite à nouveau Olivia Gross qui cite euh, euh, Wallcraft, Red et Swiner qui avaient identifié aussi un certain nombre de bonnes pratiques qui sont, par exemple, entre autres, la formalisation du soutien, cette question de réexaminer régulièrement ces rapports de pouvoir, la valorisation des compétences, la question de la rémunération, la question aussi de former les professionnels à l'engagement des patients et s'assurer également de la qualité de l'engagement. Enfin, là, je terminerai juste par certains points que moi, je pense être importants. Donc, je pense que oui, on parle beaucoup des professionnels dans cette reconnaissance de la contribution des patients partenaires, mais je pense aussi que la société, de manière générale, doit aussi s'investir, en tout cas être impliquée dans dans cette reconnaissance de l'engagement des patients partenaires. Il y a aussi cette question du management. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Donc, repenser les logiques de gouvernance, les logiques de pouvoir, rééquilibrer les rapports de savoir. Par rapport à ce que j'ai dit aussi sur l'environnement capacitant, là aussi, mettre en place des dispositifs qui le permettent. Et aussi, on le voit, hein, je le vois avec les professionnels de santé avec lesquels je travaille, il y a aussi tous les autres collaborateurs qui sont au niveau des ressources humaines, au niveau administratif, même informatique, où des fois, là aussi, il serait important qu'ils soient concernés aussi par l'accompagnement et l'appui qu'ils peuvent donner aux patients partenaires qui travaillent dans la structure. Et aussi, peut-être important d'avoir un minimum de cadre réglementaire.
Voilà, je vais pas être plus longue, je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais il est important aussi, encore une fois, d'avoir cette question de la rémunération. Et je pense aussi que la question du recrutement, pas uniquement sur la base d'une formation, même si on est dans une culture du diplôme, mais sur la base des compétences, est essentielle. Pour aller plus loin, si ça vous intéresse, avec Sandrine de Montgolfier, on avait écrit un article sur ces aspects-là, mais on avait également abordé la question des vulnérabilités, et plutôt comment transformer ces vulnérabilités en vulnérabilités capacitaires. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous référer à l'article. Et je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci beaucoup, Lisa. Merci pour ton intervention vraiment passionnante. Pour la pédagogie dans la première partie sur le partenariat entre les différents acteurs du système de santé et puis la justesse avec laquelle tu amènes des questionnements éthiques. Donc maintenant, on va passer à un moment pour des échanges en lien avec ce dont tu viens de parler. Du coup, j'invite chacun à réactiver sa caméra et à demander la parole. On a eu deux contributions déjà dans le chat de Julie Chabot et Catherine Corbeau. Du coup, n'hésitez pas peut-être à prendre la parole pour expliquer un peu ce que vous avez voulu dire. Et puis, je me permettrai de vous demander, si vous voulez bien, en tout cas si vous acceptez, de vous présenter, parce que je ne connais pas forcément tout le monde, et savoir effectivement sous quelle casquette votre question, elle vient selon... voilà, d'où vous venez, bref. J'en veux- Je ne sais pas si tu veux me lire les questions. Pas des questions, c'était plus des commentaires ou de. Donc il y a Julie Chabot qui disait j'aime bien la notion de climat de soins décrite par Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio dans la charte du Berstollen. Oui. Est-ce que tu connais? Est-ce que Julie a Être, envie de... Bonjour, donc Julie Chabot, moi je suis psychosociologue de formation, j'ai fait de l'action publique territoriale pendant 20 ans et là je suis individuellement sur une position en train de se définir autour de la recherche et développement sociétal à titre indépendant. Donc, juste moi, c'était déjà merci beaucoup pour votre présentation parce qu'elle est effectivement très claire et très nourrissante. Ça pose bien tous les éléments. Euh, peut-être une petite remarque sur cette question de climat de soins. Là, on est évidemment très centré sur les savoirs patients. Mais il me semble qu'au-delà des questions effectivement de dynamique capacitante, c'est comment on crée un climat qui est soutenant et pas seulement capacitant et qui intègre l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que là, on va avoir une grosse focale sur les patients. Mais effectivement, bah, vous l'avez un peu dit aussi, hein, mais c'est comment les soignants aussi sont entendus, comment tout le monde est entendu et peut-être de resituer ça. Je l'ai peut-être moins senti sur la question d'un écosystème finalement qui se transforme et qui donne la parole à tout le monde en fait. En Ben, tout cas, merci beaucoup. je vous remercie infiniment. Et effectivement, j'avais pas trop le temps de le développer, mais je me permets parce que je vois que Séverine Chusley-Pieta est présente. J'interviens avec Séverine dans un cas en coordination des soins et un travail en réseau. Et cet aspect justement du travail interprofessionnel est fondamental. Alors c'est vrai, vu que l'accent du webinaire et du travail que fait le COPS, c'est sur le partenariat en santé, donc vraiment les patients. Donc j'ai plutôt mis l'accent sur les patients partenaires. Mais il y a plein de problématiques que j'ai soulevées qui sont absolument pas spécifiques aux patients partenaires. Donc voilà, je voulais vous dire que votre point, il est tout à fait pertinent et c'est quelque chose auquel on fait très attention avec Séverine dans les formations que nous donnons. Du coup, j'ose rebondir. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Lisa, pour ton intervention. C'est vrai que ça m'a frappé aussi en t'entendant aujourd'hui
à quel point ton propos peut être transposé dans plusieurs institutions. Je pense quasi toutes les institutions, que ce soit les institutions de soins ou les institutions de formation, à quel point la question des injustices épistémiques entre les différents professionnels, mais et pas que entre patients et professionnels, est vraiment d'actualité. Ben, je suis ravie que des gens comme vous, Madame Chabot, puissent travailler là-dessus. Parce qu'on est, ben là, tout à l'heure, Lisa évoquait la coordination des soins. Dans le domaine, par exemple, des soins à domicile, vous connaissez peut-être un modèle qui s'appelle le modèle de Boursorg, où voilà, mon hollandais est moyennement efficace, mais c'est un modèle qui a été développé aux Pays-Bas, qui essaye de renforcer des pratiques d'équipe, même si c'est des équipes monoprofessionnelles, au lieu d'avoir des hiérarchies extrêmement silotées dans les soins. Et des modèles comme ça ont montré à quel point ça a un impact positif sur les acteurs qui se sentent justement beaucoup plus en capacité, empowerés, tout ce que vous voulez. Et ces modèles-là, ils ont vraiment de la peine à percoler dans les modèles, en tout cas organisationnels que je connais en Suisse, probablement aussi en France, que ce soit dans les soins, que ce soit dans la formation, que ce soit dans plein de contextes. Donc, on se réjouit de pouvoir tirer les leçons du partenariat patient pour les disséminer effectivement dans d'autres réalités. Je me permets entre-temps, Lisa, de rajouter du coup quelque chose qui va dans le sens. C'est Catherine Corbeau sur le chat qui a écrit: La société est inégalitaire et la diversité des professionnels de santé est aussi trop réduite. Jusqu'à ce qu'on écoute aussi les aides-soignantes qui pourraient être ressources, ça j'arrive pas à tout lire, mais qui pourraient, je n'ai pas la fin de ton message. Et qui dit aussi quelque chose qui va te plaire, Lisa, j'en suis sûre. Au cœur du service, il y a aussi la relation humaine entre toutes les parties prenantes. Merci Fabienne. Vraiment, je vois du petit lait hein, dès qu'on parle de relations, hein. Je suis très intéressée, très, comment dire, focalisée sur justement cette notion de relation. Je crois que, Monsieur Ouvry, vous aviez envie de rebondir sur la notion de patient partenaire, c'est bien ça? C'est bien cela. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Je suis désolé, j'étais en AG hier à Paris, je prends le TGV dans pas longtemps et je suis dans un salon bleu qui est très agréable, mais je crains qu'il y ait un peu de bruit, donc j'interviendrai qu'une fois. Donc je me présente succinctement comme vous l'avez demandé parce que c'est ma première parmi vous. Même si je reconnais quelques petites têtes qui doivent être en Suisse d'ailleurs, où on s'est déjà croisés. Alors, je suis d'abord patient partenaire, j'ai 40 ans de pathologie, j'ai 7 ALD, et donc un cursus avec un peu d'expérience. Et puis, après avoir fait un DU, celui du PEC, je suis devenu le président de l'association de l'Union francophone des patients partenaires. Voilà, qui est une petite, le nom est grand, l'ambition est belle, mais qui reste une petite association qui fait de la formation pour préparer au DU. Voilà, on est plus sur le patient ressources et l'enchaînement. Je vais d'abord vous remercier parce que je crois que dans tout ce que j'ai entendu, puis alors, je suis très nouveau dans le milieu, hein, ça fait on va dire 2-3 ans que voilà, un peu dans les rouages, c'est que j'ai jamais vu ou entendu un rapport aussi complet que tout ce que vous avez fort bien dit, ce que je commence à comprendre au bout de 3 ans, dans toute la diversité des problématiques que l'on peut avoir. Donc, je voulais vous dire ça. Je voulais vous remercier donc, du coup de rentrer dans votre groupe. Et juste un commentaire. Et après, je pense que je risque d'avoir un peu de brouhaha derrière, donc je n'interviendrai peu aujourd'hui, mais je serai là pour les prochains rendez-vous. Je suis toujours étonné euh, de l'ignorance, mais même du nom de patients partenaires chez les soignants et dans la population. Et à un moment, vous en avez parlé, je crois, on n'est pas obligé de tomber malade pour savoir qu'il y a des patients partenaires. Vous voyez que cela existe. Et des fois, quand je taquine un peu, je fais, vous savez, potentiellement, vous allez tous le devenir. Enfin, voilà. En tout cas, aborder la pathologie. Et je pense à des moments, toutes ces campagnes nationales qu'il peut y avoir, à des moments contre l'alcool, le tabac, la PEPS aujourd'hui au niveau de la chimie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que dans toutes les, comment dire, euh, les campagnes qu'il peut y avoir, et même avec nos petites différences entre pays, je pense qu'une campagne nationale à un moment au niveau de l'État, ça a évolué, mais qu'il y ait une sorte de communication pour dire le patient pris en considération, le patient partenaire, ça existe, ce serait presque une bonne chose parce que je vous dis, le nombre de médecins qui ne connaissent pas, le nombre de soignants qui ne connaissent pas ce mot, mais d'ailleurs, je ne passe pas, où certains veulent encore se battre sur l'expert, le patient expert, la pérédance.
J'espère que l'article de l'Académie nationale de médecine qui est apparu il y a quelques mois, qui a fixé, et c'est pas parce que mon association s'appelle Partenaire, c'est juste qu'à un moment, si on n'a pas tous le même nom, ça va être quand même difficile d'être perçu d'une même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le nom, on n'est pas prêt d'avoir une fonction et un statut. Mais au-delà de ça, on peut espérer qu'un jour, il y ait des campagnes d'information sur le fait que ça existe et que ça concerne alors, bien sûr, les patients, les soignants et les accompagnants. Parce qu'il y a un travail énorme aussi là-dessus. Voilà. Et après, vous avez vu, dès que je commence à parler, je suis un petit peu là. Donc, je vais en rester là. J'espère que ça n'a pas été trop bruyant et merci beaucoup encore. Merci à Pour vous. votre intervention, et oui, une campagne publique sur le partenariat en santé avec tout le monde et l'intégration des savoirs patients dans le système de santé. Mireille Kerlan, vous souhaitiez participer? Oui, bonjour. Bon, Lisa, on se connaît. J'ai énormément apprécié ta présentation puisque tu sais aussi mon intérêt pour l'éthique et tu arrives à faire quelque chose qui est bien. Voilà, parce qu'effectivement, pour moi, alors moi, au départ, j'étais orthophonie, je suis retraitée, mais je continue de travailler. Mon ancrage, c'est l'éthique. Et on s'est rencontrés avec Lisa dans notre formation patient partenaire. J'en ai fait une aussi à Grenoble d'ailleurs. J'ai suivi 2 sessions à Grenoble avant que ça devienne ce que c'est devenu maintenant. Bref, peu importe. Mais c'est pour rebondir, effectivement. Et là, on fait, en plus, à la suite du 4e colloque, il y a des discussions sur ces fameuses recommandations. Et il y a eu 2 points. Alors, j'ai participé déjà un peu ça continue et on essaie de travailler là-dessus, des personnes diverses par petits groupes ou par gros groupes. Et effectivement, la question de l'information, parce que moi, je suis tout à fait d'accord. Et là, récemment, en plus, je suis intervenue dans le milieu orthophoniste où on utilise encore le mot expert, patient expert, où on ne connaît pas En fait, eux sont partis, et c'était magnifique d'ailleurs, de l'idée du patient acteur de ses soins, mais c'est tout, on s'arrête là. J'essaye de diffuser dans mon milieu, là plutôt celui-là, mais aussi parce que je suis représentant des usagers dans d'autres milieux aussi. Et on ne connaît pas. Ça, le public nie. Alors, la question, elle est posée, puis tout le monde n'est pas d'accord, justement, dans le milieu des patients partenaires, savoir s'il faut faire des campagnes d'information. Est-ce qu'il faut mettre de l'énergie dedans et est-ce que c'est productif? Moi, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. Et puis aussi, au niveau des professionnels, alors là, effectivement, c'est le grand vide, ça vient peu à peu. Je trouve qu'il y a quand même une accélération des choses un peu partout. Et, euh, et je crois que c'est à prendre au niveau de la formation, mais au niveau, moi je suis par exemple, où là je parle tout à fait du partenariat patient, mais pas que, c'est dans les endroits où on peut être, je suis représentante des usagers en CPTS. CPTS en France, on sait ce que c'est, communauté professionnelle de santé, c'est-à-dire la coordination des professionnels. Et là, ben, si j'ai été accueillie, je dois dire, c'est quand même un peu particulier parce qu'on m'a bien accueillie. C'est pas forcément le cas partout, je pense. Mais à partir de là, on arrive à aussi glisser à la fois par notre posture, à la fois parce qu'on fait, parce qu'on est dans nos actions. Je pense que c'est là aussi. Et l'autre milieu où il faut vraiment agir, c'est au niveau de la formation initiale et continue, parce que ça, c'est pas encore non plus fait. Et ça, je pense que c'est les jeunes futurs professionnels, eux, ils sont avides de ça, je pense. Je ne sais pas si ça recoupe peut-être des impressions d'autres personnes qui sont un peu dans ces actions. En tout cas, merci pour ce que vous avez fait. Je suis un petit peu de loin, puisque je ne suis pas dans la même région que COPS, mais malgré tout, vous faites des trucs vraiment au point. Merci. Je ne suis pas sûre de pouvoir rester jusqu'au bout. Merci Mireille pour cette intervention. Lisa, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, comme je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont levé la main. Donc Merci. on a Loïc et ensuite on aura Gwendy. Oui, bonjour, je suis Loïc Repart, je suis patient expert certifié FPEA et donc patient partenaire comme tout le monde. Et je commence à travailler, à collaborer avec la maison de santé pluriprofessionnelle de Planquette dans le 22. Et donc, en fait, je suis arrivé au moment de la réunion, j'étais avec des échos formatifs, là, formatifs, et je suis arrivé au moment de la réunion où vous disiez que
le patient partenaire, il arrive avec tout son bagage. Et là, j'ai un petit souci hein, avec la MSP. C'est-à-dire que donc, je suis dans les pathologies que j'ai, il y a la dicto, il y a le diabète et la douleur. Et là, l'autre jour, il y a une patiente qui était avec l'infirmière Azalée, avec voilà, complètement perdue, avec son régime, avec problème de santé, savoir pas comment faire. Et elle me l'a envoyé. J'ai fait un entretien motivationnel et parce que aussi, je me suis beaucoup formé sur l'alimentation en tant que patient diabétique, même par rapport à la dictologie et tout, quoi, comment passer du système de dopamine à la sérotonine. Enfin, je me suis beaucoup formé à ça. Et c'est même une des branches de mon activité libérale, conseiller en alimentation. Et donc, avec cette patiente, on a beaucoup parlé. Elle m'a amené son tableau de repas sur toute la semaine, comment elle mange. Effectivement, il y a des trucs, franchement, bon, elle mangeait pas assez de protéines. Enfin, bon, il y a plein de trucs, quoi. Des petits trucs, elle mangeait très bien, mais il y a des petits trucs à faire. Et en fin de compte, elle m'a dit que quelques jours auparavant, un rendez-vous s'était libéré à la diététicienne de la MSP. La diététicienne l'a invité à venir et tout, quoi. Et quand cette patiente lui a dit, ah bah je vais voir Loïc aussi dans quelques jours, là, la diététicienne, là, c'est un peu parti en vrille quand même. C'est, ah bon, mais pourquoi vous allez voir Loïc? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il a son mot à dire sur votre régime? Ceci, cela. Et cette patiente était décontenancée, un petit peu effrayée par la réaction. Et moi, là, le truc, c'est que je suis en train de me poser la question, quoi. Qu'est-ce que moi j'amène à la MSP en tant que patient partenaire et qu'est-ce que je laisse de côté? Moi, ma formation FPEA, on m'a demandé toutes les formations que j'avais faites, quoi, toutes les compétences que j'ai, quoi. Mais là, je sais pas quoi faire. Voilà. Donc, je vais le faire, hein. De toute façon, je vais avancer, mais je suis très content de participer à ça. Merci pour ce que vous diffusez et j'écoute la réponse avec attention. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander de préciser FPEA? C'est quoi cet C'est un acronyme? organisme de formation c'est France Patient Expert Addiction. Ça a été, voilà, c'est l'organisme de formation où, en fait, il y a une certification. Donc, moi, dans mon parcours de soins, c'est différent à chaque patient partenaire qui s'engage. Parce que, par exemple, on ne demande pas le même parcours de formation à quelqu'un qui débute dans le soin ou quelqu'un qui, ça ferait 40 ans qu'il est membre d'une association et qui fait des interventions. Et donc, moi, ce qui m'a été recommandé, c'est de faire un stage en structure de soins, de faire les 40 heures de TP. Et ce qui m'a été demandé aussi, c'est de suivre un MOOC sur les addictions. Donc, c'est-à-dire une sorte de DU, quoi, le DU sur la dictologie, quoi, mais en version en ligne. Donc, en fait, j'avais le droit à 3 réponses au lieu d'une. Et sinon, ça a été les mêmes cours. Et puis, on a un dossier, on passe devant un jury de pairs et on a une grille de compétences à valider avant d'avoir la certification, quoi. Comme savoir travailler avec des équipes, savoir parler aussi bien à des patients qu'à des professionnels. Enfin bon, il y a plusieurs compétences comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais répondre de manière précise à votre question, mais moi, j'aimerais peut-être après, je demanderai à Fabienne de compléter ou à d'autres, hein. Je veux dire, c'est vraiment l'intelligence collective. Sur cette question justement de qu'est-ce qu'on amène, justement les compétences qu'on amène. Moi, je dis, quand j'interviens ou quand on me sollicite, je dis la première chose. Surtout si j'ai, comme m'a présenté Fabienne, hein, aujourd'hui je suis intervenante en partenariat en santé, donc je facilite aussi la mise en œuvre du partenariat, mais je prends aussi en fonction des activités. Des fois, je reviens vraiment sur cette casquette de patiente partenaire en raison justement de ce parcours de vie avec la maladie, mais aussi d'avoir été proche aidante. Et quand je suis sollicitée avec cette casquette-là, la première chose à laquelle je pense, c'est quels sont les savoirs expérientiels que je vais pouvoir mobiliser. C'est ma première préoccupation. Si après on me dit, ah, bah, Lisa, tu sais bien communiquer. Non, c'est pas ça qui va faire que vous venez me chercher. Vous allez venir me chercher parce que j'ai des savoirs expérientiels qui vont venir compléter
les savoirs que vous avez, que vous, autour de la table, on parlait tout à l'heure d'interprofessionnalité, vous, professionnels ou autres patients, allez pouvoir mobiliser. Ensuite, j'ajoute à ces savoirs expérientiels des compétences, par exemple, justement, j'interviens dans le domaine de la recherche. Imaginons que demain, parce que j'ai une appétence pour la recherche, je m'intéresse à la méthodologie, à la recherche qualitative, etc. et tout. Il faudrait pas qu'on vienne me chercher ensuite parce que je m'intéresse et que je sais mener des recherches qualitatives. Ça, c'est peut-être une compétence que j'aurais eu envie de développer parce que ça m'intéresse, mais il faudrait pas que ça devienne la raison première qui va faire qu'on va me solliciter. Et donc, c'est toujours important quand on vous sollicite de... Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de le faire pour que cette reconnaissance du patient partenaire puisse être vue, entendue et surtout valorisée. Parce que sinon, on risque d'avoir toutes ces résistances des professionnels qui disent, ouais, mais il ou elle se substitue à moi dans les activités. Il y a vraiment comment dire, cette frontière qui est très, très fine, mais c'est à nous, c'est notre responsabilité à nous moi, je le vois, hein, et je n'ai pas honte à le dire. En tout cas, je me sens totalement prête à le dire. Je vois qu'il y a des patients partenaires aujourd'hui qui ont changé de casquette, ou c'est-à-dire c'est justement d'autres compétences liées à leur parcours professionnel antérieur ou qui continue, qui va être mis en avant et pas et non plus ces savoirs expérientiels. Et je pense que c'est cette réflexion que nous devons avoir quand on est sollicité pour ensuite avoir quelque chose, en tout cas une collaboration qui soit la plus juste la plus juste par rapport à l'objectif du partenariat en santé. Fabienne, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Merci beaucoup Lisa. Ben oui, c'est déjà complet ce que tu as dit. On peut rajouter peut-être l'importance lors de l'intégration d'un patient partenaire dans une organisation quelle qu'elle soit, de bien définir ensemble dès le départ les rôles et les missions du patient partenaire, de les formaliser, de préparer l'équipe à la collaboration avec ce nouveau collègue, ce nouveau membre de l'équipe, lever peut-être certains freins ou représentations ou bah là, très concrètement, pourquoi pas organiser, enfin déjà parler directement avec la personne qui avait peur de votre intervention et pourquoi pas discuter avec la patiente tous les trois de sa problématique, sachant qu'au final, c'est la personne elle-même qui a le pouvoir d'agir et de décider pour elle-même et d'aller chercher les sources d'informations, les conseils et ensuite, avec un accompagnement adapté, de faire les choix qui lui conviennent à elle. Voilà, moi, c'est ce que ça m'évoque. Merci pour votre confiance, en tout cas, d'avoir partagé ça dans dans ce webinaire. Merci à vous. Du coup, j'ai passé la parole à Gwendi Chitalou, si je prononce bien, je suis pas sûre. Oui, c'est bien prononcé. Alors, je vais essayer de mettre la caméra que j'avais pas mise jusque-là parce que... euh, alors, hop, hop. Voilà. Parce que du coup, nous sommes tout un groupe. Donc, moi, Gwendi Chitalou, je suis médecin psychiatre et chef du pôle de réhabilitation psychosociale au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie et santé mentale Pierre Jamet à Albi. Et je suis avec toute une équipe du pôle, du coup, composée d'infirmières, d'éducatrices spécialisées, de cadres coordinateurs supérieurs des soins, d'assistantes sociales, de psychologues. Et du coup, nous sommes nombreux à vous écouter et je vous remercie pour l'intervention qui était très riche et très éclairante, justement sur la façon dont on peut intégrer et les points de vigilance à avoir aussi lorsqu'on intègre le partenariat en santé dans nos pratiques de soins. C'est une réflexion qu'on mène déjà et ce sont des actions qu'on essaye déjà de mener, nous, sur le pôle de réhabilitation psychosociale. On a eu l'occasion de travailler avec des patients partenaires et je trouvais intéressant votre réflexion sur la question du niveau de formation, puisque c'est une question que je me suis posée aussi, du niveau de formation des partenaires en santé avec lesquels on a l'occasion de travailler, et à la fois dans un contexte où effectivement le partenariat en santé n'est pas encore bien inscrit dans la loi
Et du coup, avec le travail de négociation avec nos directions générales d'établissement, embaucher un partenaire en santé aujourd'hui, c'est pas extrêmement évident. Et effectivement, souvent, on est obligé de passer par ce biais de la casquette professionnelle au-delà du savoir expérientiel qui nous permet du coup d'embaucher le partenaire en santé, nous, en allant chercher le savoir expérientiel, mais aussi pour avoir une espèce d'image, d'étiquette pour la direction, pour embaucher le partenaire en santé par rapport à sa casquette professionnelle. Donc c'est vrai que c'est un biais pour nous pour commencer à introduire cette pratique-là, mais avec le risque effectivement que ça empêche la diversité d'intervention des partenaires en santé. Et ça, je l'entends tout à fait. Peut-être que ça va être effectivement quelque chose à avoir en tête, même si on l'utilise comme ça dans les premiers temps pour introduire cette question-là et commencer à aménager un espace de confiance sur le travail avec les partenaires en santé de manière à ce que la pratique diffuse et que peut-être dans ce temps de la diffusion, on puisse effectivement s'autoriser à diversifier davantage et peut-être que d'ici là, on aura la chance d'avoir un cadre législatif beaucoup plus clair et beaucoup plus facilitant pour les embauches et le recrutement de partenaires en santé dans nos dispositifs de soins. En tout cas, je vous remercie pour ces éclairages et voilà, vous avez captivé pendant tout le long de l'intervention. Merci. Merci infiniment et merci pour d'avoir pris la parole et pour ce que vous venez de partager. Merci beaucoup. Merci Gwendy. Et alors, enchantée parce qu'on ne se connaît pas encore, vous êtes sur Albi en région Occitanie. Je peux rajouter aussi à ce que vous venez de dire, c'est que en Occitanie, vous pouvez bénéficier d'un appui du COPS pour l'intégration de patients partenaires dans les équipes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est financé par l'Agence régionale de santé. Et voilà, c'est quelque chose qui pourrait vous être utile dans votre démarche actuelle. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, nous sommes déjà en contact avec le COPS, mais du coup, je ne savais pas qu'on pouvait aussi avoir une aide très concrète dans l'intégration. Donc, on n'hésitera pas à vous solliciter. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions? Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà parties, qui ont dû Moi, je partir. voulais juste éventuellement rebondir, même si je sais, j'ai vu que Mireille est partie, quand elle a parlé effectivement de la formation et formation initiale. Là aussi, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais vous voyez, là aussi, on est encore dans ce problème-là qui est que euh, pas toutes comment dire, les structures, hein, que ce soit pour les médecins, mais les infirmières et tout, ne pensent à introduire la notion, en tout cas le concept de partenariat. Et donc, ça peut aussi amener à avoir de futurs professionnels, certains qui connaissent le partenariat et d'autres non. Donc là aussi, une grande diversité aussi dans les futurs professionnels entre ceux qui auront déjà une connaissance du partenariat et une autre non. Une autre. Donc voilà, je voulais aussi soulever ce point et en plus, une fois, je participais aussi à une autre réunion et on le voit bien sur l'ensemble du territoire, que ce soit en France ou en Suisse, il y a une très, très grande diversité, hétérogénéité, des fois d'une commune à une autre, d'une région à une autre. Et donc, ça aussi, c'est un point qu'il est important d'avoir en tête. Je n'arrive pas à lever la main. C'est qui n'arrive pas à lever la main? On va donner la main à Joël. Lano, Lano. Euh, oui, bonjour. Voilà, je suis infirmière et je suis dans une CPTS à Toulouse. On a pas mal de difficultés pour que les professionnels de santé libéraux veuillent bien intégrer les usagers ou les patients partenaires dans les projets de soins, dans la construction d'actions ou de projets. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez, hier j'étais avec la COPS, on avait un groupe de travail et on m'a dit, faudrait commencer petit par une petite action avec un partenaire un patient partenaire pour montrer la plus-value que ça peut apporter pour les autres professionnels. Et donc, je voulais savoir si vous aviez des conseils pour avoir des exemples de petites actions qui marchent bien et qui sont très efficientes pour motiver les professionnels de santé à travailler avec des patients partenaires. Je vais en priorité laisser la parole à Fabienne, même si moi je peux avoir des idées, mais vu que c'est par rapport à ce que vous faites au niveau du COPS, je te laisse la parole, Fabienne.
Ok, bah, je te la redonne après. Alors effectivement, c'est une bonne stratégie, la méthode des petits pas, commencer par un projet pilote, voilà, pour s'acculturer à cette façon de faire, faire connaissance. Et du coup, bah, le plus souvent, enfin, j'ai l'impression qu'il y a deux domaines qui sont souvent investis pour travailler des projets dans une démarche de partenariat en santé, souvent dans des actions de santé publique, genre Moi sans tabac. Octobre Rose pour commencer à bosser ensemble et ensuite de façon plus pérenne dans des actions d'éducation thérapeutique, par exemple. Et Oui. puis, Alors, je veux bien reprendre la parole. On fait ce genre de choses, sauf qu'on construit le projet tout seul et on fait de l'aller vers. C'est-à-dire hmm, qu'on ne va pas co-construire. En fait, moi, ma demande, c'est euh, comment motiver les professionnels à se dire il y a une plus-value à construire le projet avec. Il y a d'autres collègues qui le font dans d'autres CPTS. Chez moi, ça coince. Donc, voilà, j'aurais voulu avoir quelques petits. Si vous avez des petits. déjà, si vous identifiez qu'est-ce qui coince, ça peut Ouais. aider. Effectivement, la paire émulation, enfin le partage d'expériences entre pairs aide beaucoup souvent, voir que d'autres l'ont fait, comment ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils en ont, de quoi ils ont bénéficié, qu'est-ce que ça leur a apporté. Et puis après, effectivement, quand même quelques éléments moteurs pour que ça puisse prendre. On ne peut pas imposer la démarche, hein, c'est Mm, difficile. Je pense que vous, ouais. avec Est-ce que l'expérience, vous, est-ce que vous, dans votre activité, en tout cas dans votre... Tout à l'heure, je parlais du leadership. Est-ce que dans votre service, votre directeur, je ne sais pas comment on Ah, l'appelle. alors, c'est du libéral, hein. Et la Ah, ok. CPTS, c'est juste de la coordination, hein, d'action pour les usagers de la santé, pour une population et pas pour des patients. Donc, c'est pas pareil qu'une maison de santé. On s'adresse à la population du territoire et non pas à des usagers de la santé. Enfin, pas à des patients de professionnels de santé. c'est Donc, il y a une gouvernance, hein, je fais partie de la gouvernance de la CPTS, mais les autres membres, c'est super compliqué, quoi. Voilà, c'était juste pour savoir si vous aviez des petits. des baguettes magiques. Je vois C'est ça, les baguettes magiques. Voilà, je cherchais le mot. des relations plus que des actions. Tout commence dans la relation. Donc, Ouais, effectivement, peut-être faire rencontrer des professionnels qui ont déjà travaillé avec des patients, faire travailler, faire rencontrer des patients partenaires ressources. Et puis, notre truc peut-être, voir qu'est-ce qui motive vraiment les collègues qui sont résistants, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, enfin, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et essayer c'est d'embarquer. ça. C'est exactement ça. Ben, peut-être qu'il va falloir faire un questionnaire par rapport aux résistances et aux représentations. Je ne sais pas trop. On va voir. Et encore un appui, un co-appui possible. Oui, avec la COPS, hein, ouais, je sais. Ok, merci. Merci Joël. Est-ce que d'autres personnes souhaitent Ouais, intervenir? ouais, je veux bien, Oui, je ne sais pas comment on fait pour lever la main non ah, plus, c'est tout là. bon. On se voit, Rolf. Bonjour, Rolf. Bonjour, ça va? Euh, j'ai juste une petite question là pour le partenariat au niveau individuel. Quand la personne est hospitalisée, il y en a qui commencent à dire, notamment à Genève, là, que maintenant le patient est un partenaire des soins. Mais qu'en est-il de la politique de transparence qui est demandée à l'institution? Parce qu'on demande au patient à mettre sur la table tout ce qu'il a, etc., dévoiler ses bobos, etc., tout ce qu'il a eu au niveau maladie, etc. Mais quand les médecins se font une réflexion, etc., c'est déjà plus difficile d'avoir pour le patient accès à cette réflexion. Je pense notamment aux notes de suite, que c'est déjà plus difficile d'avoir accès à ça. Puis aussi, par exemple, quand les soignants font un colloque pour, par exemple, déterminer quel est le meilleur traitement à proposer aux patients. Et moi, je ne comprends pas très bien pourquoi le patient ne pourrait pas participer à ce genre de colloque. Voilà, c'est un peu ma question. Alors là, moi, je n'ai pas la réponse à ce type de questions parce qu'effectivement, là, ça relève davantage des politiques des institutions. Euh,
Je sais pas. Là, je sèche un peu par rapport à cette question. Peut-être que c'est une question qui pourrait être soulevée. Ben, toi, justement, Rolf est patient partenaire à Genève. Peut-être que ça serait une question que tu pourrais adresser directement avec les professionnels de santé avec lesquels tu travailles qui pourront au mieux répondre, en tout cas mieux peut-être répondre à cette question que moi. Je ne sais pas s'il y a des professionnels ici autour de la table. Oui, c'est une table, hein, une table virtuelle qui peuvent répondre ou donner une piste de réponse à Rolf. Moi, je me rends compte, je disais tout à l'heure que vraiment, et même dans les exemples, dans ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent, il y a une telle, comment dire, même entre les services, il y a une telle hétérogénéité dans les, les méthodes, dans la manière de faire. Même là, justement, dans des consultations, je crois que j'ai déjà entendu parler des fois dans certains services où effectivement les patients partenaires peuvent, en tout cas, sont présents ou en tout cas un ou une patiente partenaire a été choisi pour collaborer et donc participer à des réunions. Dans d'autres services ou dans d'autres institutions, on n'en est pas encore là pour plein de résistances. On parlait tout à l'heure des résistances. Donc, j'ai envie de dire que c'est encore très institution dépendante, mais je pense pas qu'il y ait une réponse, une seule réponse qu'il est possible de donner à ta question, Ralph. Je ne sais pas si quelqu'un aurait envie de compléter. Je vois qu'il y a des dans le chat. Bon, moi, je peux donner un peu les réponses que j'ai reçues à Genève, là, quand il y avait c'était le colloque organisé par la Ligue contre le cancer, là, où tu avais aussi animé un groupe. Puis je crois que c'était justement là, dans ce groupe où tu étais, que j'avais posé la question, pourquoi dans les tumor boards, le patient n'avait pas accès? Et c'était tous les anciens médecins, enfin les médecins à la retraite qui étaient côté fenêtre, je ne sais pas si tu te rappelles, qui étaient alors vent debout en disant non, mais ce patient ne va rien y comprendre, c'est trop compliqué, etc. Et puis après, là, c'était là, une distribution des prix, enfin des diplômes là, sur la formation en éducation thérapeutique. J'avais aussi reposé la question parce qu'il y avait une patiente qui était en visio depuis Neuchâtel, bon, qui est malheureusement décédée depuis aussi, euh, à qui j'avais posé la question si elle avait pu participer au tumor board qui la concerne. Et puis elle a dit, ah non, 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 etc. Puis bon, j'avais dit, bon, ben, je trouve ça pas très normal, quoi. Puis il y avait la personne qui animait la discussion, là, qui avait dit, ah non, non, mais les soignants, ils doivent pouvoir discuter entre eux. Voilà, c'est un peu les réponses que j'ai eues, là, juste pour dire, ben, Et je moi, je pense pense que... Mais je pense que on le voit, hein, je veux dire, quand on parlait justement de ces problématiques éthiques et de la place des savoirs aussi, de cette asymétrie des savoirs, du pouvoir également, on est vraiment au balbutiement du partenariat. Même l'équipe de Montréal, quand il dit ça Ah oui, fait même ils disent ça fait plus de 10 ans. Oui, ça fait plus de 10 ans, mais eux aussi, ils rament sur certains aspects du déploiement du ah partenariat. ouais, ouais. Mhm. Et moi, je le vois, en tout cas, surtout dans les tumor boards, ça reste surtout entre médecins. Les médecins, c'est souvent des chirurgiens. Les chirurgiens, Ouais, effectivement, ouais, ont une manière de penser, de voir les choses. ouais, Et, ouais, c'est ça. Mhm. et donc, j'ai juste envie de dire, à mon avis, la seule réponse que j'ai envie de donner, c'est donnons le temps au temps, même si nous, on dit souvent que les patients, on est impatients. Oui, Que cette acculturation, voilà, ça va prendre du temps et peut-être dans une ou deux ou trois générations, la question que tu poses, Ralph, elle sera plus du tout d'actualité parce qu'effectivement, les patients seront invités s'ils le veulent à faire partie des tumor boards.
Et Hmm. parce que ça demandera aussi à tout un... Parce que c'est vrai, hein, moi je suis sûre que demain je vais au tumor board, je ne comprendrai absolument rien. Et ils n'auront absolument pas non plus l'envie de traduire en langage commun ce qui va être dit. Donc il y aura là aussi l'acculturation, c'est aussi tout un travail organisationnel en termes de revoir les différentes structures de gouvernance, de Ouais. déploiement, etc., qui demandent à être réfléchies, à être repensées. Et ça, c'est des choses qui, effectivement, vont prendre du temps. Je vois que Parce Emmanuel... que bon, juste pour rebondir là-dessus, j'avais posé la question à une personne là, qui est un peu secrétariat là, du centre des tumor boards, etc. Et puis, je lui ai posé la question si c'était vraiment si compliqué que ça pour le patient de comprendre. Elle m'a dit non, non, pas du tout, hein. C'est tout à fait compréhensible, hein, pour le patient, enfin, à son avis, hein. Mais bon, Donc, le partenariat en santé dans la relation individuelle de soins, le rien sur nous sans nous, la prise de décision partagée qui est pas ah mal ouais, documentée. Donc, merci Rolf pour cette intervention. On va ah prendre. ouais. Enfin, bon, moi, j'en conclus que prochaine fois, je forcerai le passage un peu, là. C'est une autre façon d'aborder les choses. Oui, On va oui. prendre une dernière intervention d'Emma et puis on va clôturer le webinaire. Merci. Je voulais juste un peu rebondir sur ce que disait Lisa, pour avoir assisté au tumor board assez souvent. Alors, ça dépend des tumor boards. Il y a des tumor boards où c'est très technique et c'est pas facile quand on n'est pas un professionnel de la santé comprendre ce qui se joue derrière. Et je pense que c'est aussi un lieu de discussion et de vulnérabilité où en tant que professionnel de la santé, tu te poses beaucoup de questions, tu poses des questions aux autres, tu challenges les autres. Et est-ce qu'on a envie, en tant que professionnel de la santé, de montrer un peu cette part de vulnérabilité, cette part d'incompétence qui est un peu normale, où il y a toujours quelqu'un, un modérateur dans ce groupe qui dit, mais est-ce que tu es sûr sur quoi tu t'appuies, quelle est la best practice, est-ce qu'on va faire ça pour le patient? Et il y a vraiment des discussions en aller-retour entre les professionnels de la santé, entre le pathologue, entre celui qui fait la chimio, etc. Et c'est important qu'ils se sentent en sécurité de pouvoir exprimer tout ce qui vient à la tête, tous les doutes qu'il a par rapport à la prise en charge du patient. Et j'ai l'impression que s'il y avait le patient qui assistait à ces discussions, ça pourrait un peu fausser cette liberté, cette transparence de critiquer aussi le collègue en disant, mais attends, tu as fait ça, moi j'aurais fait différemment. On ne fait pas ça devant les patients en général. Merci Emma pour, je trouve très juste ce que vous avez dit, hein, un sentiment d'incompétence, mais moi, de ma vision de patient pour le coup ressort, je trouve que quand on ne sait pas, c'est important de le dire et que ça peut être rassurant au contraire d'arriver à discuter avec le patient pour prendre une décision avec lui, parce que là, au moins, on fait les choses en toute transparence et co-responsabilité, un co-leadership dans le projet thérapeutique. Lisa, tu veux nous dire un petit mot de la fin? Oui, vraiment, moi, je vous remercie. Alors, je remercie encore une fois Fabienne de l'invitation, le COPS, pour, en tout cas, pour organiser ces différents webinaires. Et je vous invite à voir aussi les autres webinaires, hein, qui viennent aussi compléter et nourrir tout ce travail, en tout cas ce déploiement du partenariat en santé. Merci à vous, surtout à vous, hein, d'avoir pris le temps de déjeuner avec nous, hein, pendant en cette fin d'année, donc d'être encore présent et disponible et à vouloir écouter et enrichir et discuter et confronter nos idées. Merci pour Laure, et c'est Catherine, c'est ça, hein, Laure qui vient de Colombie, en tout cas qui est basée en Colombie, et Catherine qui est actuellement au Canada. Donc, touché également que vous soyez levée aux aurores pour être présente aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire, j'aime bien cette expression suisse, tout de bon pour le partenariat, pour la suite du partenariat. Le chemin est encore bien long, mais je pense que vraiment, c'est cette intelligence collective qui est là aujourd'hui présente qui va permettre de cheminer, de continuer de cheminer ensemble. Et puis, justement, puisqu'on arrive doucement vers la fin de l'année, c'est peut-être un peu tôt, mais je le dis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis
à très bientôt d'une manière ou d'une autre sur le chemin du partenariat. Merci infiniment, Lisa. Merci pour ta générosité, ta contribution. Merci à tous d'être venus aujourd'hui en direct et d'avoir participé à ce webinaire qui sera disponible en replay pour la Terre entière par Internet tout bientôt. Merci encore et bonne suite de journée à tous. Au revoir.